Vous êtes en train de revenir? La magie de la technologie. Extraordinaire. Est-ce que ta caméra est fermée? Oui, je viens de rallumer. Ok. OK. Est-ce que tout le monde est revenu? Je pense, mais j'ai 1 sur 4, 2, 4. 12 fois 4, 40 Salut personnes. Anne-Marie. On a 50 personnes, donc ça me semble être plus ou moins là-dedans. C'est la condition, en tout cas 6. Ouais, moi je crois que c'est bon. OK, on repart ça. Bon, alors, merci beaucoup pour toutes ces idées-là que vous avez brassées. Pendant les prochaines minutes, Éric et moi, on va essayer de reprendre un petit peu, refaire un peu de ménage là-dedans et on va faire un retour après la prochaine activité. Là, c'était vraiment pas clair. Fait que je vais leur dire comme il faut, OK? Il va y avoir une présentation. Pendant ce temps-là, Éric et moi, on regarde, on fait un petit tour et après, on fait un retour, tout le monde ensemble, sur ce que vous avez mis dans les Padlet. Ça, c'est plus clair? Excellent. Bon, alors voici. On va avoir, je vais partager ici. J'ai perdu ma souris. La souris est de retour ici. Voilà. Alors, euh, c'est le jour du lancement du schéma général de la formation professionnelle. Alors, c'est ce que je peux faire qui ressemble le plus à un lancement. Stéphane Dupuis, es-tu là? Oui, je suis là. Bon, voilà. Alors, tu pourras considérer que j'ai contribué à ton lancement officiel. Je vois pas. Merci. Bon, alors, je vais introduire ça quand même. Alors, il y a quelques années, je ne sais plus combien d'années, Stéphane et moi, on travaillait à un texte pour un chapitre de livre. Et en cours de route, on s'est égaré et on a commencé à réfléchir à un schéma qui reprendrait la totalité de ce qu'il y a comme euh, éléments composants de la formation professionnelle au Québec. Alors, ça a été une drôle d'idée, mais ça a débouché sur quelque chose de vraiment fascinant qui est ce schéma général de la formation professionnelle. Donc, vous allez voir qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça et où on s'en va avec ces idées-là qu'on a eues. Alors, Stéphane, oups, il y a du bruit. C'est le jour du grand lancement. Je te laisse la place et explique-nous tout ça. Eh bien, merci Chantal. Oui, en fait, c'est avec grande joie que je prendrai là, quelques minutes aujourd'hui pour vous présenter le résultat du travail, comme Chantal le dit là, depuis quelques années. Puis, je souligne la présence aujourd'hui là, au lancement de Vincent Ruel-Poirier, qui a programmé, qui est derrière tout ce que je vais vous présenter. Ça a été une collaboration extraordinaire et puis vous pourrez lui lancer toutes les félicitations qu'il mérite aujourd'hui. Donc, merci Vincent. Le schéma général, comme le disait Chantal, c'est un schéma qui reprend ou qui identifie ce qu'on pense pour l'instant comme l'ensemble des composantes ou ce qui peut être considéré comme une composante de l'AFP. Je vais vous le montrer tout de suite. On va ensuite naviguer. Je vais vous faire un petit passage rapide là, sur comment l'utiliser. On ne va pas aller dans le contenu aujourd'hui, plus sur la façon de l'utiliser. Vous aurez l'opportunité
de l'utiliser comme bon vous semblera, parce que le lien est sur le site de l'Observatoire. Donc, sans attendre, je vous présente la bête, puis je vais vous montrer aussi ce que ça comprend, comment c'est fait et ce qu'on peut en faire. Donc, ce qu'on voit là à l'écran, est-ce que le partage fonctionne? Ce qu'on voit là, c'est grosso modo 350 quelques éléments de la formation professionnelle structurés en 4 axes. Les 4 axes sont basés sur Bronfenbrenner, donc micro, méso, exo, macro. Et puis, on a articulé tout ça à partir du micro de l'enseignant. Donc, l'enseignant, c'est notre branche micro. Pourquoi l'enseignant? Parce que l'observatoire, son premier destinataire, c'est l'enseignant. Donc, on est parti de l'enseignement au plus proche de l'enseignant. Puis, plus on s'éloigne, mais plus on s'éloigne de la réalité enseignante, même si, comme macro, on a le ministère, ça a une incidence très forte sur sa réalité. Donc, on a là ce qu'on considère comme étant la formation professionnelle au Québec. C'est intéressant pour quelques raisons. D'abord, de voir la complexité de la formation professionnelle. La formation professionnelle, c'est un univers en soi. C'est énorme, c'est complexe. Ça montre ça. Ça montre aussi dans une vision générale que c'est quand même une unité, c'est quand même quelque chose en soi. Puis on peut voir à travers tout ça que c'est tout le monde, mais à la fois personne. Donc, l'intérêt de ce schéma-là, c'est que du schéma général, on va pouvoir créer des schémas spécifiques qui vont correspondre à des réalités concrètes de formation professionnelle. On va faire un tour en premier sur les outils de navigation. Qu'est-ce qu'on peut utiliser? Comment on peut le faire interagir en mode visualisation? Comment on peut l'utiliser aussi en mode édition et ce que je peux en faire une fois que j'ai fait l'édition d'un schéma. Donc, on a 2 menus. On a un menu en haut à gauche qu'on va voir tantôt, puis on a un menu de navigation en bas à droite. Évidemment que là, c'est écrit un peu petit, donc la première fonction qu'on peut utiliser, c'est d'agrandir le schéma. Donc là, on voit que la lisibilité est meilleure, mais tout d'un coup que je veux lire quelque chose un petit peu plus dans l'axe, bien, on peut travailler sur la rotation du schéma pour avoir une meilleure lecture du contenu. Donc, ça tourne dans les deux sens. On agrandit, on réduit, on est en mode plein écran ou non. Et puis, si je me demande s'il y avait un élément que je cherche qui serait dans le schéma, mais j'ai un mode de recherche où je me demande, mais dans le schéma, où sont donc les compétences? Donc, on va voir, là, il y a déjà une liste d'éléments qui se trouvent dans, là, si j'arrête de faire des erreurs, ça va le voir. Fait que, on voit ici que le compétence se trouve dans 3 éléments, puis ça m'indique déjà l'axe ou la couleur dans lequel ça va se trouver. Une fois que j'ai choisi, là, on va voir qu'il va être mis en évidence dans le schéma. Donc, l'élément que j'ai choisi est mis en évidence. Fait que là, je pourrais aller voir dans quel contexte se trouve ce terme-là. Donc là, ici, on est dans la zone navigation. Je peux y aller par recherche, mais je peux aussi y aller carrément par sélection d'éléments. Donc, quand je clique sur un élément, il y a une boîte qui s'ouvre que je peux déplacer, puis ça vient me dire un peu dans quel état se trouve mon composant. Donc, l'axe, le titre. Éventuellement, là, pour l'instant, ce n'est pas tout à fait le cas, mais il pourrait y avoir une boîte de dialogue où on va décrire, définir ou contextualiser l'élément qui est en évidence. Donc, grosso modo, on peut mettre en évidence différents éléments en même temps dans le schéma pour mettre en relation quand on parle, quand on traite, quand on aborde le schéma avec quelqu'un qui est dans notre équipe, qui est dans notre formation, qui est dans notre réseau. Donc, est-ce qu'on s'en sort?
il y a plusieurs utilisations possibles. L'utilisation est très ouverte. Donc, on peut former les enseignants, accompagner les équipes, illustrer les différences entre des contextes spécifiques de formation, mettre en évidence des éléments, brainstormer par rapport à ce que ça pourrait être, décrire des enjeux, objectiver des contextes. Donc, ça peut servir à tout ça. Une fois que j'ai fait le tour en visualisation, je pourrais me dire, ben moi, j'aimerais ça m'en servir puis illustrer mon contexte particulier. Donc, on va arriver dans le mode ici d'édition du schéma. Donc, du schéma général, je pourrais, par ajout ou par retrait, distinguer mon contexte. Donc, par retrait, c'est-à-dire que de tout le schéma, je pourrais décider de retirer des éléments du schéma. Donc, ici, j'ai l'établissement. Dans mon schéma, je ne veux pas que ça soit représenté. Donc, je retire l'établissement avec tous ces enfants du schéma. Donc, je le retire. Je vais le resélectionner. Donc, ici, je le retire avec les enfants. Et supposé retirer. Qu'est-ce qui se passe, fais ça? Donc, on peut aussi aller par ajout, c'est-à-dire que par ajout, ça ne fonctionne pas. Je vais faire un refresh. As-tu travaillé dedans ce matin? Les joies de l'informatique. Écoute, c'est peut-être ça fonctionne de mon côté. Fait que je te dirais, j'ai l'impression peut-être que vite comme ça, j'ai pas de réponse pour toi. Ah! Écoute. Donc, je serais supposé pouvoir retirer des éléments avec. Ah! Est-ce que tu peux nous le montrer si ça fonctionne de ton côté, Vincent, s'il te plaît? Ouais, pas de problème. Je vais prendre le relais sur l'affichage. OK. Puis... OK. Je te laisse parler, puis je vais essayer de suivre avec les fonctionnalités. Donc, on pourrait le mettre en pleine page, s'il te plaît. Et puis, on pourrait agrandir un peu, s'il te plaît. Donc, on pourrait sélectionner, par exemple, l'élément ministère qui est au premier niveau hiérarchique de l'axe macro. Et puis là, demander de retirer avec les enfants, donc les branches qui sont plus loin. Donc, comme on voit, il a perdu sa couleur. La branche a perdu sa couleur. Donc, je pourrais faire le tour comme ça et puis dans la branche organisation, aller enlever, par exemple, dans la branche établissement, l'élément gouvernance, par exemple, avec ses enfants. Tu pourrais aller dans le orange si tu voulais la gouvernance ou peu importe, établissement. On pourrait aussi enlever tout ce qui concerne l'établissement. Donc, je le retire avec ses enfants. Donc là, on voit que si on revient un peu, on dézoome, on a éliminé des éléments du schéma général pour devenir un schéma beaucoup plus spécifique qui pourrait correspondre à un contexte donné. Donc, on l'a ici en mise en valeur en couleur sur les autres branches qui sont maintenant en grise. Puis, on pourrait demander de ne voir en vision que les éléments sélectionnés. Donc, je vais en mode de mise en évidence caché. Puis là, ça va éliminer tout ce qui n'appartient pas à mon contexte spécifique. Et puis là, dans le même sens, on peut le faire tourner, on peut l'agrandir.
pour avoir une meilleure lisibilité. Donc, là, je pourrais dire, mais ça, là, c'est mon contexte dans toute la AFP, là, ça, c'est mon contexte à moi, ou c'est notre contexte à nous, ou c'est le contexte que je voudrais décrire. Une fois qu'on le fait, on peut l'enregistrer. Donc, on peut enregistrer, donc on lui donne un titre, on le décrit. Super. On lui met une description, puis on pourrait le rendre déjà public, c'est-à-dire qu'un schéma public, on va le voir plus tard, peut être accessible à l'ensemble des membres du site Schéma FP. Si on est dans un contexte, on peut aussi aller détailler un peu plus d'informations sur notre contexte d'enseignement. Donc, quel programme d'études est représenté, dans quel centre de formation, quel centre de service scolaire. Et s'il était utilisé dans un contexte de formation universitaire, bien, on pourrait aussi déjà mettre dans les métadonnées du schéma spécifique, bien, dans quelle université, est-ce que ça fait partie d'un cours, et puis qui est en charge de ce cours-là à l'université. Donc, on va ici indiquer ce qui va faire partie des métadonnées du schéma qu'on aura créé à partir du schéma général. Donc, on fait une soumission, on soumet le schéma. Et puis là, ben, si on va dans notre zone, là, évidemment que pour avoir accès à l'enregistrement, on va vous demander de vous inscrire comme membre du site. Et puis là, on pourra aller voir dans l'espace membre. Donc, ça, c'est l'espace membre. C'est là où se transite ou se transige l'ensemble des schémas qui ont été créés par les utilisateurs. Donc, le schéma que Vincent vient de créer est apparu dans sa zone à gauche, mes schémas. Donc, le schéma présenté vendredi matin, c'est celui qu'il vient de créer. Donc, on peut accéder à le schéma qu'on a enregistré. On pourrait y aller, s'il te plaît. Donc, le schéma personnalisé créé par Vincent Ruel, je vais afficher le schéma que Vincent a fait. Donc, vous voyez, c'est exactement ce qu'il a créé qui apparaît là. Et puis, une fois qu'on a ouvert le schéma de Vincent, on pourrait lui demander de revenir, de remettre l'ensemble du schéma général. Si tu vas dans le mode édition, s'il te plaît, Vincent, dans le menu, on pourrait dire, ben, mets-moi en mode couleur plutôt que caché, parce que je veux voir dans l'ensemble ce qui a été sélectionné. Donc, je peux revenir dans un mode ou dans l'autre, même quand c'est le schéma d'un collègue ou de n'importe qui, finalement. Donc, on a accès. On pourrait aller voir les métadonnées du schéma qui a été fait. Donc, l'information, on va voir ici les métadonnées qu'on a rentrées quand on a fait l'enregistrement du schéma. Et on pourrait aussi le sélectionner, si tu veux le fermer, s'il te plaît. On pourrait aussi le choisir comme schéma favori. Donc, il y a un cœur là qu'on pourrait cliquer pour le mettre dans nos schémas favoris. Et on peut aussi partager notre schéma. Donc, partager le schéma, c'est-à-dire qu'on peut envoyer à quelqu'un qui est déjà membre du site du schéma général. Donc, trouver des membres. Donc, Vincent choisit de me le partager. Et puis, il va ajouter d'autres métadonnées dans son partage. Dire, hey, regarde ça, je trouve ça intéressant, ça décrit un contexte que j'aimerais bien, qu'on s'inspire pour un prochain modèle. Donc, on va avoir aussi des métadonnées supplémentaires qui est en lien avec le partage plutôt qu'avec le schéma lui-même. Donc, il va me le partager. C'est super. Donc, on va retourner dans l'espace membre, puis on va voir que toutes les actions que Vincent vient de faire vont apparaître dans son environnement. Donc, dans son environnement espace membre, il y a les schémas qu'il a conçus, qu'il a produits. Il y a tous les schémas qui ont été rendus publics. Donc, les amis ont bien voulu partager à l'ensemble du réseau les schémas. Il y a les schémas favoris aussi dont on peut aller directement. Donc, si tu cliquais sur l'onglet schéma favoris, s'il te plaît, Vincent, et voilà. Donc, là, ici, il y a seulement celui-là, mais tous les schémas favoris seraient à cet endroit-là. Et puis, il y a la zone schéma partagé, c'est-à-dire
en tant que producteur de schémas. Voici ceux que j'ai partagés et ceux qui ont été partagés avec moi. Donc, ça, c'est l'ensemble de l'environnement de partage des schémas. Si on veut aller voir notre compte, créer un compte, c'est relativement facile. Quand on n'a pas de compte et on veut enregistrer un schéma, on va nous demander de toute façon d'aller s'inscrire comme membre du site. Il ne suffit pas d'être membre de l'Observatoire pour être membre du site schéma. Être membre du site schéma permet d'avoir une gestion, un partage des schémas entre nous. Donc, il va falloir vraiment passer par la portion en création d'un compte pour pouvoir partager ces schémas-là. Une fois qu'on a créé notre compte, là, il y a une petite roulette à côté du nom de Vincent qu'on peut utiliser là, pour aller voir les métadonnées qu'on aura inscrits dans notre compte. Donc, le prénom, le nom de famille, l'organisation et sa fonction. Donc, dans toutes les situations, on peut changer, modifier nos informations, modifier notre mot de passe, on peut supprimer un compte. Dans nos schémas, on peut aussi, vous allez voir, supprimer un schéma qu'on ne veut plus dans notre espace. Donc là, c'est vraiment l'environnement de partage. Alors, tout ça fait partie d'un plus grand site. Si tu veux aller à l'accueil schéma, s'il te plaît. Donc, ça, c'est la page d'accueil. Le schéma général est accessible par le bouton au centre. Donc, on revient à l'accès premier est toujours au schéma général. Puis ensuite, on peut de toute façon aller directement à l'espace membre à la page d'accueil. Donc, on arrive directement dans notre environnement. Et puis, il y a aussi une page où on présente le projet. Donc, vous allez avoir là un bref descriptif là, des intentions, la structure dont je faisais mention au début, la démarche qui a mené très sommairement à la création. Tout ce que vous voyez, tout ce que vous faites dans le site schéma général est en CC, donc il n'y a aucun droit d'auteur sur la création des schémas. Donc, par contre, il y a en fait, c'est la même licence que tous les travaux de l'Observatoire qu'on a utilisés pour le schéma général de la formation professionnelle. Ça fait un tour rapide, comme je vous disais, c'était plus pour vous montrer un peu la navigation, les possibilités. N'hésitez pas à vous amuser dans le mode édition. On peut travailler par ajout, les enfants, les parents. On peut travailler par retrait, les enfants, les parents. On enregistre tout ça. Donc, on partage. Donc, après ça, ben, on en fait ce qu'on veut. C'est disponible dès maintenant sur le site. Il y aura, c'est notre version 1, c'est notre première version. Le vrai test, on l'a vu tantôt, de toute façon, le vrai test, c'est l'utilisation massive qu'on en fera ensemble. Il y a une page contact. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos suggestions s'il y a des bugs, s'il y a des éléments à ajouter, à préciser. Quand on aura fait un tour de roue quelque part à l'été prochain ou à l'automne, on va ramasser l'ensemble des rétroactions, puis on va produire une version 2, une version 3, tant programmation qu'en contenu. Évidemment que quand les versions vont avancer, on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe si j'ai créé un schéma version 1 et on est rendu à la version 3? N'ayez pas peur. Votre schéma, celui que vous avez partagé ou celui que vous avez créé pour vous-même, va toujours être accessible dans sa version d'origine. Donc, Vincent a travaillé à l'architecture des métadonnées en arrière pour s'assurer qu'il n'y a rien qui est perdu au moment où on va
naviguer d'une version à l'autre. C'est sûr qu'on veut le rendre vivant, on veut améliorer. C'est une première version. Le contenu, on est rendu à la 5e version. Il y a une dizaine de chercheurs et de profs d'université qui ont validé avec Chantal et moi le contenu du schéma, la structure, l'appellation. Donc, on pense que c'est suffisamment intéressant pour le présenter, pour l'ouvrir à tout le monde. Mais là, avec l'utilisation massive dans les milieux, mais probablement, peut-être qu'on aura des meilleures idées. On va collecter tout ça ou en cours d'année et puis on va proposer des versions améliorées au fur et à mesure. On va aussi probablement lancer les avertissements dans les infolettes de l'Observatoire pour annoncer les nouveautés les plus importantes. Déjà, on est en train de travailler avec Vincent sur l'exportation en images et en PDF des schémas qui auront été créés pour avoir un partage à l'extérieur de la plateforme. On est à quelques clics, on était juste pas tout à fait là ce matin pour le rendre disponible. On a aussi un travail sur la présentation du schéma. Quand il y a peu d'éléments, la disposition, là, des fois, est un peu bizarre. Là. On va retravailler sur l'algorithme pour améliorer les calculs, pour avoir une disposition un petit peu plus lisible. Là. Comme on voit, là, la lisibilité n'est pas idéale. Donc, on va travailler sur l'algorithme pour que ça soit un peu plus ramassé. Donc, ça, c'est les améliorations qui sont là, dans le plan de travail pour les prochains jours, les prochaines semaines. Il y a aussi, si jamais, comme je vous disais, là, quand on ouvre un élément, quand on ouvre la boîte d'un élément, est-ce que tu veux ouvrir la boîte, s'il te plaît, d'un élément, Vincent? N'importe quoi. Comme ici, là, je vous disais tantôt, probablement que s'il y a des éléments qui ont besoin d'être définis ou précisés ou contextualisés, n'hésitez pas à nous faire la demande. On pourra le faire au fur et à mesure. Donc, on va ajouter du texte. Là, pour l'instant, il n'y a aucun élément qui a un texte descriptif, mais on va le faire au fur et à mesure des besoins, au fur et à mesure des besoins de compréhension là, des utilisateurs. Ça va vite, mais on est très, très, très heureux de vous présenter ça ce matin. N'hésitez pas à communiquer avec nous. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, de vos suggestions, de vos bugs, de vos besoins d'accompagnement. Est-ce que je peux faire ça? Comment j'arrive? Il me semble que je n'arrive pas à. On va prendre les messages en cours de route, en cours d'hiver, en cours de printemps. Et puis, on va prendre en note l'ensemble des améliorations possibles, puis on va faire vivre ce schéma-là pour nous, avec nous, dans les prochains mois, les prochaines années. Donc, ça fait le tour, ça a été rapide, mais le travail de Vincent en programmation est il est très convivial, très intuitif. Gênez-vous pas là, pour aller l'explorer, utilisez-le de façon individuelle, en équipe, partagez vos bons coups, partagez vos remue-ménage, partagez vos modes ou vos modalités contextuelles pour inspirer les autres. C'est un outil qui nous appartient, on va le faire vivre ensemble. Grand merci Stéphane, merci Vincent. C'est un bel aboutissement d'avoir ça qui se déploie enfin. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires que vous avez sur ce schéma? Allez-y. Je vois pas de questions. Ah. C'est soit trop clair, soit pas assez clair. Super. Ben, dans tous les cas, on imagine qu'il peut y avoir plein d'applications, mais c'est certain que pour des personnes qui rentrent, des novices, c'est vraiment intéressant de pouvoir voir, ben, je me situe où, qu'est-ce que je sais, comment se dessine mon portrait, ma
position dans cet univers-là. Et puis, ce que je trouve, moi, fascinant, c'est d'avoir un portrait global. Voici, ça a l'air de ça, la AFP. C'est complexe à ce point, mais en même temps, ça donne un portrait vraiment intéressant. Fait que voilà, donc vous êtes les bienvenus pour aller tester ça, essayer, voir qu'est-ce que ça dit. Et puis, si vous avez des questions, des commentaires en cours de route, allez-y gaiement. Je ne sais pas pourquoi, mais là, je viens de l'ouvrir, puis ça fonctionne comme ça aurait dû fonctionner il y a 10 minutes. C'est le partage. Le partage, ça marche ça. Good. Merci. Merci beaucoup. Alors, je reviens maintenant au travail que vous avez fait en sous-groupe. Donc, l'objectif, c'était de voir qu'est-ce que vous aviez qu'est-ce que vous étiez en mesure de relever comme élément qui était important de documenter ou d'explorer en formation professionnelle dans les 4 axes de l'Observatoire. Vous avez fait tout un travail de débroussaillage. Alors, ce qu'on a fait pendant que Stéphane présentait son schéma, nous autres, Éric et moi, on s'est penché sur ces Padlet et on est allé relever les éléments qui nous semblaient quelque chose qui s'attrape, parce que quand c'est trop large, c'était plus difficile à attraper, mais qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher là-dedans? Et on les a placés dans un fichier Excel, mais avant de vous montrer, on va le finir de le compléter avec vous. Fait que ce que j'aimerais, c'est que euh, successivement, dans chaque Padlet, dans chaque sous-équipe plutôt, vous identifiez pour nous, pour vos collègues, une piste, un besoin, disons, de documentation ou d'exploration qui vous semble particulièrement significatif. Donc là, il faut faire ici un tri. Ça, c'est sûr qu'il y a plein de choses qui sont importantes, mais quand même. Alors, on va à la fois afficher le fichier et je vais donner la parole à l'équipe qui travaillait sur l'axe l'axe 1, dans l'axe 1, groupe A. Est-ce qu'on a un... Oui, c'était nous. allez-y, vous. On était, j'étais avec Attentive Crocodile et je me souviens plus des prénoms. C'était intéressant. Les prénoms. Alors, si mes 2 collègues peuvent se manifester, 3 parce qu'il y en a une qui est fallu qu'il parte. Là. Excellent. Alors, Merci, n'hésitez pas à argumenter ou à préciser ce qu'on voulait dire, là. On avait là tout ce qui était, c'était toute la démarche, là, les besoins prioritaires en développement ou de documentation en regard des apprentissages, les stratégies qui pouvaient être développées, améliorer l'arrimage entre la formation et les besoins du marché du travail. Ce qu'on avait suggéré, en gros, c'était, conciliation travail-études. On voit que c'est peut-être une problématique. L'historique vient peut-être du fait que les formations professionnelles étaient développées pour amener les élèves rapidement aller sur le marché du travail, les DEP qui étaient subventionnés par Emploi Québec ou l'assurance emploi, etc. Fait que peut-être de les mettre sur 3 ans, c'était quelque chose qu'on avait vu au lieu de 2, les mettre plus longues, formation à temps partiel, entre autres, donc conciliation. Tout ce qui est élève à besoin particulier demande plus de temps d'accompagnement. On avait vu ça également. On avait suggéré aussi aux enseignants, de suggérer peut-être aux enseignants d'aller se former. Hein, ça fait peut-être longtemps qu'ils sont moins sur le marché du travail, sont peut-être un petit peu, je ne dirais pas déconnectés, mais qui sont un peu en retard parce que, bon, le milieu peut avancer rapidement, peut changer rapidement. Alors, on avait suggéré peut-être, là, au lieu du 30 heures par 2 ans, d'aller se former en entreprise, peut-être le 60 heures, donc mieux connaître le milieu. Donc, tout ce qui... Oui. Est-ce que tu peux préciser qu'est-ce qu'on pourrait faire comme observatoire sur qu'est-ce qu'on aurait à
Ben, comme Qu'est-ce qu'on pourrait observatoire, je pense qu'on pourrait faire des représentations au sein du ministère pour qu'il accorde une plus grande liberté en ce qui a trait à la formation continue des enseignants, mais non pas simplement académique, mais aussi en employabilité. Donc ça, on pourrait peut-être faire ça pour que les enseignants puissent se tenir plus à jour, de représenter, peut-être de faire des représentations au ministère pour qu'eux puissent descendre, pour accorder plus de temps aux élèves de faire leur formation de DEP. Fait qu'au lieu de 2 ans, 3 ans peut-être, formation hybride, formation à temps partiel. Fait que ça, je pense que ça pourrait être bien pour la conciliation travail-études personnelles. Je pense que Super. c'est les 2 gros morceaux qu'on aurait. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Fort aimable. Merci. Alors, l'axe 1, groupe B, qui c'était? C'était nous, Chantal, Ben axe oui, 1, c'était nous. groupe B. Ben oui, tout Oui. à fait. Ce qui a ressorti le plus en lien avec les projets qui pourraient être porteurs pour l'Observatoire, c'est proposer des modèles de projets d'intégration de compétences. Puis là, il faudrait que je nomme ma question avant. Hein. Je suis allée trop vite, je me reprends. OK. Non, c'est toutes les mêmes C'est questions. toujours la même. en fait. OK, parfait. Bon. Donc, c'est ça, des modèles de projets d'intégration de compétences pour l'enseignement et l'évaluation. Donc, offrir aux équipes enseignantes, entre autres, là, un paquet clé en main pour définir des processus, des conditions gagnantes à ce rapprochement-là aussi. Donc, c'est ce qu'on avait déterminé. Excellent. Merci beaucoup. Ça fait Ça, c'est un ordre du développement de petits paquets cadeaux pour les personnes qui voudraient développer des modèles développer des projets d'intégration. Excellent, merci beaucoup. Le groupe C de l'axe 1. Où êtes-vous? Le document est protégé. Est-ce qu'il reste du monde du groupe? Oui, il y a moi, Sandra, mais je pensais que Nolan ou Monia pouvaient parler à ma place. Ouais, au nom du groupe. Je ne sais pas s'ils sont encore là. Parce que je peux vraiment leur laisser la parole. Bon, sinon, je vais y aller. Donc, l'idée était vraiment on a nommé d'abord le besoin de développer, d'accompagner les élèves pour développer les compétences en littératie, numératie et les compétences numériques. Donc là, c'était marqué littération, numération, mais c'était plutôt littératie, numératie et compétences numériques. Puis on a discuté longtemps de la littératie, de la numératie et des différentes compétences numériques, là, donc à les utiliser, à interagir avec, à collaborer, mais aussi autour de l'utilisation de l'intelligence artificielle puis de la sécurité autour de ça. Donc, on proposait de mettre en place, ça existe déjà dans plusieurs centres, là, mais ou de consolider les ressources en place pour accompagner les élèves là, ayant des difficultés en littératie, numératie, compétences numériques, puis de renforcer toute la réflexion autour de la sécurité et l'utilisation de l'IA, tant auprès des élèves que des enseignants. Donc, est-ce que mon équipe est encore là pour ajouter des choses? Je pense que Ils sont non. allés se faire un café. Ils sont pas venus. Ils sont pas venus. Ouais. Il y a certainement quelque chose à voir là, en relation avec le récit, mais je sais que Ottilia aussi fait des choses fort intéressantes là-dessus là, qu'on pourrait aller explorer. Good, merci beaucoup. Alors, on a ressorti ceux-là si jamais il y a des choses que vous pensez qu'il serait important d'ajouter à la liste. Allez-y gaiement. Il y a plein de monde qui se promène dans la liste, c'est parfait. Vous pouvez aller mettre votre nom, ça avez le goût déjà. C'est là pour ça. Alors, on continue avec l'axe 2. Groupe 1, non, groupe A. Axe 2, groupe A. Qui était-ce? Personne? Nancy. Ok. C'est Nancy, ouais. Nancy Rida et Madame Lagrix, là, Madame Lachaine. Mireille et Claudia. Mireille. Voilà. Bon, Nancy, excellent. On vous écoute.
Est-ce que tu y vas, Claudia, ou j'y vais? Je te laisse y aller. Ben, une des réflexions que nous avons eues, c'est entre autres d'insister sur l'angle andragogique de la chose, de la pratique enseignante, et aussi de se concentrer à la fois sur la taxonomie cognitive et psychomotrice, parce que plusieurs gestes professionnels qu'on montre dans les DEP impliquent du psychomoteur. Et pour un nouvel enseignant, c'est pas toujours évident de développer la méthode pas à pas pour acquérir la psychomotricité nécessaire. Je donnais l'exemple, entre autres, en électricité. Il n'est pas rare que tu montes dans une échelle avec une charge sur une épaule importante et tu montes au deuxième étage pour faire tes travaux électriques. Ça fait partie de la motricité à développer ou ne serait-ce que la dextérité fine pour faire certains gestes professionnels. L'enseignant qui arrive directement du milieu industriel, c'est tellement intrinsèque à lui, des fois, il oublie de montrer cette dextérité fine-là. Qui plus est, de plus en plus, nos apprenants ont grandi avec une tablette ou un cellulaire dans les mains et non avec un tournevis dans les mains. Donc, soit qu'ils ont deux mains gauches ou ils n'ont vraiment pas aucune idée comment visser une vis sur le bon côté. Donc, enseigner à la fois la taxonomie cognitive, mais aussi psychomotrice serait grandement utile pour les enseignants en formation professionnelle. C'est notamment ce qu'on a pu dire. Alors là, je cède la parole à mes collègues. Merci, Nancy. Ben, juste rappeler que l'axe qui a été nommé pratique enseignante là-dedans là, a évolué vers axe pratique de tous les intervenants AFP. Fait qu'on a identifié là, différentes personnes sur lesquelles ce serait important de mettre en lumière qu'est-ce qui est fait, puis de développer des ressources aussi. Là. Fait que les personnes des services complémentaires, les personnes des entreprises, etc. Good. Merci bien. L'axe 2, groupe B. Manifestez-vous. Il n'y en a pas. Il n'y en a plus. Bon, l'axe 2, groupe C. C'était moi avec Brigitte Lecomte. Nous étions deux, moi étant Manon Couture. On a, dans le fond, nous, identifié le 7e point, donc de documenter l'impact de l'immigration et des étudiants étrangers. On a parlé de ça à cause du café virtuel la semaine dernière qu'on a eu, qui était fort intéressant. Donc, Brigitte, peut-être tu peux ajouter des choses. Non? Bon, Voilà. ben, super. Merci bien. L'axe 3, groupe A. J'en profite, Chantal, pour dire que Manon est la coordonnatrice de l'équipe de recherche. Je ne l'ai pas présentée tantôt, alors je suis bien contente qu'elle vienne juste de parler. Hey, merci. Good. Alors, l'axe 3, groupe A. Qu'aviez-vous à ressortir de là? Dans le fond, c'était moi, Myriam, avec Marc, Vézina, puis il y avait Charles William qui était là. On a vraiment plus parlé de la conciliation études-travail, vie personnelle. Donc, on a rajouté vie personnelle, comme quoi les statistiques démontraient qu'il y avait une charge de travail de plus de 55 heures par semaine, puis que c'était très difficile comparativement au cégep, tu sais, ou à l'école secondaire, la CET pour les élèves. Puis que c'est encore plus préoccupant quand ils ont des enfants à charge. Fait que ça serait de se pencher là-dessus. Puis, dans le fond, dans les solutions, mettons, ce qu'on disait, c'était de recenser peut-être les bonnes pratiques entre les centres de formation professionnelle, autant des petits pas que des plus grands pas, là, tu sais, tout ce qui est faisable à court, moyen ou long terme, là, tu sais, juste d'avoir des solutions par rapport à ça. Puis on disait besoin d'aider les élèves parce que des fois, on pense juste à la CET, mais il y a plein de tentacules là-dedans, la gestion du stress, de l'anxiété, dépression, qu'on dit que ça aussi c'est alarmant, mais c'est relié, tu sais, souvent, tes sphères de vie sont équilibrées ou pas. C'est la fatigue qui va avec ça, qui peut aller au désengagement. Fait que, tu sais, il y a comme plusieurs facteurs qui vont être reliés à ça. Puis on disait de voir pour des ateliers ou des outils qui, bref, qui pourraient aider peut-être les élèves à prendre conscience de cet équilibre-là qui est là ou pas, puis d'axer sur le bien-être, tu sais,
toutes les actions qui peuvent aider les élèves à prendre soin d'eux à travers toute cette charge de travail-là, pareil, là. Fait que c'est ça le premier bloc qu'on a parlé. Puis le deuxième bloc, on a noté la question du décrochage scolaire est complexe et mériterait d'être étudié. Tellement de facteurs peuvent empêcher un élève de compléter un programme. Je ne sais pas si Marc voulait rajouter quelque chose, mais ça, je pense que ça fait le topo de notre groupe. Merci. Marc, est-ce que tu voulais dire d'autres choses? Non. Non, parfait. Je trouve ça intéressant ce que tu as dit sur le développement d'ateliers. C'est pas quelque chose qu'on a fait encore jusqu'ici à l'Observatoire, mais c'est une piste intéressante. Il me semble que ça allume des lumières dans ma tête tout d'un coup. Merci. Alors, l'axe 3, le groupe B. C'était-tu B, ça, ou c'était A? Je ne sais plus, j'ai perdu le compte. La suite. FFA. On vient de faire A. On était B. B, maintenant. Je peux y aller rapidement. J'étais avec 3 autres collègues. On a parlé on était plus au niveau de la gouvernance, donc personne n'était nécessairement dans sa zone de confort, mais c'est nous qui avions indiqué d'outiller les gestionnaires pour favoriser une stabilité dans les fonctions parce qu'il y a un roulement important qui a été identifié là, au niveau des gestionnaires qui arrivent parfois dans leurs fonctions en étant toujours à la recherche, que ce soit de documents, de repères. Il y a comme un éternel recommencement là, qui a été identifié. Et peut-être d'avoir un document concret ou un lieu de référence où on peut se référencer sur les rôles et fonctions, sur le fonctionnement de l'AFP. Parfois, certaines personnes arrivent dans des fonctions de gestion, ils arrivent d'un milieu qui est différent. Alors, c'est ce qui avait été noté. On a eu des beaux échanges sur l'AFP de façon générale, mais après ça, on est retourné sur la gouvernance. C'est correct? Super. Merci. C'est une piste intéressante aussi. On les oublie souvent, les gestionnaires, dans tout ça. Puis c'est une bonne piste. Merci Yves qui s'en va. Passe un beau temps des fêtes. Super. Alors, le groupe C de l'axe 3. Est-ce qu'il y a encore des personnes qui sont là? Oui. Je vais y aller. J'étais avec Claudel, Yves et Bruce. Comme le groupe B, on n'était pas vraiment dans notre zone de confort, mais on y est allé quand même. Au niveau du soutien, au niveau des gestionnaires, des outils pour les aider, eux, à mieux accueillir les enseignants en insertion professionnelle. C'est un petit peu de ça qu'on a parlé. Puis on avait quelques idées là, qu'on a rattachées autour de ça. Et puis pour notre deuxième partie, au niveau de la collaboration, on parlait de la collaboration, une meilleure collaboration entre les professionnels et les enseignants. Beaucoup de classes en formation professionnelle qui n'ont pas nécessairement des TES ou des ergos, des professionnels pour venir aider, si on veut, les enseignants. Donc, on trouvait que ce serait intéressant peut-être de proposer des collaborations ou des choses dans cette lignée-là. Alors, voilà. Si vous avez des choses à rajouter, les membres de l'équipe, n'hésitez pas. Super. Merci. Oui, Nancy? J'aimerais compléter le profil du gestionnaire dans un centre FP. Souvent, on occulte que dans un centre FP, tu n'as pas le choix d'être un brin entrepreneur quand tu es gestionnaire dans un centre FP parce que tu es condamné à prendre un risque calculé pour assurer que ton financement soit périn 2 ans plus tard, d'une part. Ça demande de la gestion des investissements pour actualiser ton parc d'équipement. Tu dois gérer justement les infrastructures, en plus de gérer ta convention collective, tes budgets qui ne correspondent pas toujours aux coûts associés au DEP que tu enseignes. Donc, le côté entrepreneur, le côté intrapreneur, en fait, est tout aussi important. Ce qui veut dire que ce n'est pas nécessairement le même profil de gestionnaire scolaire
par exemple au secondaire ou au primaire, pour un centre FP ou un centre FGA. Parce que tu dois toujours penser occuper le marché tout en étant bienveillant, prenant soin des élèves, t'assurer de te prendre des bonnes décisions qui n'impactent pas négativement la pratique pédagogique, mais en même temps qui te permet de te positionner dans le marché et de garder le réflexe FP dans ta communauté. Donc, si jamais il est possible de faire une recherche sur le profil particulier des gestionnaires pour la FP, qui, en passant, on va pouvoir faire un trait d'union avec les gestionnaires de la FGA, là. Ça serait très pertinent parce qu'il y a des aspects qui sont occultés. Puis il faut être capable de gérer des infrastructures en plus de gérer les parts de marché, en plus de gérer ce qu'un gestionnaire scolaire doit faire de manière régulière. Et ça, je le répète, c'est trop souvent occulté. Merci, Nancy. J'ai ajouté un petit bout, là, documenter le profil intrapreneurial. Oui, Caroline. En fait, on a aussi parlé un petit peu de ça dans notre groupe quand on parlait des gestionnaires et tout. Ils ont aussi à gérer, on parle de budget, on parle de finances, tu sais, les petits groupes qui ne partent pas. Par manque de financement, évidemment, là. Donc, ça fait partie aussi des défis qu'on sait que les gestionnaires ont à gérer. Et dans certains secteurs, c'est plus difficile que d'autres. Fait que ça a été soulevé également comme commentaire dans notre discussion. Voilà. Oui, tout à fait. Puis, je compléterai avec la gestion des stocks, l'approvisionnement des matières premières. Si tu le gères mal, ça te coûte trop cher. Tu arrives à la fin de l'année, tu n'as plus de budget. Donc, vraiment, il y a un profil particulier. Super, on va te faire signe, Nancy. Merci beaucoup. Est-ce que ça, c'était le groupe C? Oui, OK, super. L'axe 4, groupe A. Non? Groupe B? Non plus. Groupe C? N'importe lequel des groupes? Non? Moi, Oui. Mais c'est vraiment intéressant ce que les groupes qui sont partis ont nommé. Il y avait moi, quelqu'un. j'étais dans le groupe C, Chantal. Vas-y, on t'écoute. On était 3. Formation des enseignants, ben là, le 3e item, produire des récits de personnes qui sont passées par la formation de l'enseignement professionnel. Parce que la formation des enseignants, quand un enseignant arrive directement du marché du travail et qu'il arrive devant ses élèves, ils ont besoin de voir un petit peu par où les autres ont passé, puis ils ont besoin de support aussi, puis ils n'ont pas nécessairement de formation déjà de fait. Donc, ça va être super important là, d'avoir des gens pour les supporter de ce côté-là. Ensuite, on avait parlé de développer du matériel à destination des élèves pour faciliter l'intégration des élèves internationaux. C'est une réalité qui est difficile. Déjà, de prendre un enseignant dans son métier puis de lui demander d'enseigner, en plus avec des élèves internationaux, avec des différences, c'est pas facile non plus. Et la dernière item que moi, en tout cas, j'aurais rajouté en 5e, là, on avait parlé aussi des webinaires. Parce que la formation des enseignants, les enseignants nous disent tout le temps, j'ai pas le temps. Quand ils disaient, on leur demande d'aller se former, d'aller suivre des webinaires, d'aller dans des colloques, de suivre des cours en ligne. Ils n'ont jamais le temps, puis les journées pédagogiques sont pleines, ils ont tout le temps du travail à faire. Fait qu'on parlait les webinaires, nous, les enseignants, en tout cas chez nous, adorent ça, parce que les webinaires, s'ils ont le temps, ils peuvent les suivre en direct. Sinon, quand les webinaires sont enregistrés, ben, on leur envoie les liens. Et là, ils peuvent les écouter après. Puis, tu sais, Chantal, tu l'as dit tantôt, là, des ateliers. Monter des ateliers de formation, des demi-heures, des 1 heure, une fois de temps en temps, des enregistrer, puis des partager ensuite aux enseignants. Ils peuvent les écouter quand ils ont le temps. Fait que ça serait super intéressant pour la formation des enseignants. Oui. Oui, définitivement. Je pense qu'il y a quelque chose là qui pourrait être fort, fort pertinent. Je garde ça bien dans ma tête. Super. Bon, alors, on a fait en peu de temps un portrait de ces enjeux-là qui nous questionnent et sur lesquels on pourrait, comme observatoire,
développer quelque chose. Et ici, je ramène, tu peux arrêter le partage, merci. Je ramène l'idée que je répète à toutes les fois où je parle au nom de l'Observatoire. L'Observatoire, c'est pas un petit groupe de personnes, c'est pas des chercheurs, c'est pas quelques groupes quelques comités de projet. L'Observatoire, c'est tous les membres. C'est nous tous. Et il y a différentes façons de s'impliquer, je l'ai dit, et un de ces moyens-là, ça peut être juste d'utiliser la documentation, par exemple, ou les choses qu'on produit. Mais à ce moment-ci, ce que je voudrais vous proposer, c'est de faire un petit pas en avant si vous avez le goût. Il n'y a pas de. Je veux dire, on n'ira pas casser des jambes à personne. Mais si vous avez le goût d'être mis en réseau avec d'autres personnes, que tranquillement, on développe un petit comité de projet sur une des thématiques qui est là, ou d'autres. Mais vous pouvez aller mettre votre nom, votre adresse courriel dans une des petites cases à côté. Et ce qu'on va faire, Éric et moi, après la rencontre, c'est qu'on va aller, on va regrouper toutes ces personnes-là ensemble et on va vous contacter pour voir est-ce que vous avez le goût de faire quelque chose, ça serait quoi, puis comment? Et je le renomme, comme je l'ai dit plus tôt, les comités de projet sont autonomes, ils décident. Chaque groupe décide qu'est-ce qu'il fait, comment, dans quelle ampleur, à quelle vitesse. Il n'y en a pas d'enjeu de production, il n'y a pas d'enjeu de vitesse, il n'y a pas d'enjeu de faut qu'on se voit à toutes les 2 semaines ou quelque chose comme ça. C'est libre, complètement libre à vous. Fait que je vous invite à aller mettre votre nom quelque part si vous avez le goût. Et puis, ce qu'on va faire après ça, c'est ça, vous regrouper. Je pense qu'on a un portrait intéressant de tout ce qui questionne comme c'est là. Et on va aussi faire un travail de comparaison, ou en tout cas de mise en parallèle avec 2 autres occasions où on a documenté les besoins du réseau dans une assemblée comme celle-ci. Donc, on va essayer de voir comment ça évolue, puis est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être vues de façon plus précise ou plus étoffée. Fait que ça nous donne quand même un portrait aussi intéressant de voir comment les choses progressent dans le temps. On a avec cette liste-là beaucoup de choses intéressantes qui peuvent être développées. Ça ne sera pas fait demain matin, c'est pas ça le plan. C'est vraiment de voir comment on peut avancer tranquillement. Alors, sur cet aspect, est-ce qu'il y a des questions, des choses que vous avez le goût de nommer, de soulever? Oui, Janice. Bonjour. Je suis en train de regarder justement les éléments thématiques qui sont dans votre tableau. Puis je vois la création d'ateliers pour la gestion du stress. Nous, c'est quelque chose qui existe déjà dans notre pavillon depuis quand même plusieurs années. C'est notre TPS qui fait le tour des nouveaux étudiants, dans le fond, pour leur apprendre comment gérer leur stress en évaluation, mais devant aussi un nouvel apprentissage, un retour aux études, des choses comme ça. Fait que je ne sais pas si ça peut être quelque chose que vous seriez intéressé à ce qu'on partage avec vous. Absolument. C'est une bonne question parce que, dans le fond, souvent, on va aller chercher un peu partout qu'est-ce qui se fait, justement, qu'est-ce qui se fait déjà, comment on peut l'améliorer, le formater, le rendre plus accessible dans différents contextes. Fait que oui, absolument, quand il y a des choses qui existent déjà ou qui peuvent être partagées, c'est excellent. On est toujours partant avec ça. Fait que tu peux mettre ton nom quelque part là-dedans. Merci Parfait. bien. Merci beaucoup. Julie? Je vais faire du pouce sur ce que Mme Imbeau a dit. Et peut-être que vous le savez déjà, mais l'Université de Sherbrooke a développé aussi le programme hors-piste pour traiter le stress et l'anxiété au secteur jeune. Et là, il développe aussi pour le collégial, les universités et la clientèle adulte. Ce serait une belle piste aussi, le projet hors-piste. C'est ce que je voulais dire. Super. Merci.
On a certainement des choses c'est vraiment dans cet esprit-là que je pense que c'est important qu'on travaille, c'est d'arrêter de réinventer la roue, de mettre en commun les forces de tout le monde, puis de faire émerger des ressources, des outils qui sont mis à la disposition de tout le monde du réseau de la formation professionnelle après ça. Ça, c'est vraiment, c'est ça le plan. D'autres questions, commentaires? OK. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a des éléments qui sont déjà peut-être partiellement développés par certains comités de projet. Fait qu'on va aussi lier ça au comité de projet, le cas échéant, donc si c'est nécessaire de le faire. Et puis, donc, là, si vous avez le goût de participer à un comité de projet, c'est aussi un bon lieu pour le signaler. Et qu'est-ce que tu avais dit d'autre chose à dire? C'est intéressant. On arrive à la fin, me dit-il. Voilà. Donc, ce fichier-là est accessible, est ouvert. Vous pouvez y aller y retourner. Pour la suite, donc l'assemblée d'aujourd'hui a été enregistrée. On va faire un montage, là, enlever les morceaux avec, par exemple, le travail en sous-groupe. Ça, c'était pas enregistré. Fait qu'on va faire un petit montage plus serré. Donc, si vous avez des collègues ou des personnes que vous connaissez qui disent « Ah, c'est plate, moi, je ne pouvais pas être là, j'enseignais », ben, vous pourrez leur dire ben, voici, tu peux aller te faire un plat de popcorn et regarder ce qu'on a fait pendant cette assemblée. Et il va être relayé de toute façon là, dans l'infolettre et sur les réseaux sociaux. Donc, je repartage un petit instant là où j'étais rendue. Là, est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Ton PowerPoint. Est-ce que vous voyez tout? OK, c'est pas. PowerPoint. Juste le PowerPoint? Non, pas juste. Pas juste le PowerPoint. J'ai pas partagé la bonne. C'est trop d'écran aujourd'hui. C'est ça ici. C'est pas ça que je veux. Attendez une petite seconde. Je vais retrouver mon PowerPoint. Ici. Bon, Oui, OK. bon. Voilà. Alors, je remets ça là. Si vous n'êtes pas membre, c'est le temps. Et dans tous les cas, le mot de la fin, ce serait faites connaître ce qui se passe à l'Observatoire, invitez des gens, rendez accessible dans vos milieux, peu importe lequel, les outils qu'on développe, les travaux qui se font, les réflexions, les prises de position, tout ça, c'est vraiment plus on va être nombreux de gens qui ont le goût de partager et qui sont sympathiques, plus on va devenir solide et pertinent et fort comme groupe, et plus on va être visible aussi auprès des instances. Alors voilà, c'est ce qui termine. Je vous remercie énormément d'avoir été là. Merci de faire vivre l'Observatoire, de mettre votre petit grain de sel dans l'histoire et dans tous ces travaux extraordinaires qui se développent. Un énorme merci. Je vous souhaite une très belle fin de journée, une belle fin de semaine et au plaisir de vous revoir.